Pendant quelques années, c'était le dimanche. Ensuite, nous sommes passés à 2 journées. Et en 2015, je crois, nous sommes passés en biennale sur 3 jours. Et c'est cette année la 14e édition. C'est une manifestation gratuite. L'idée, c'était de permettre à tout un chacun de pouvoir approcher d'une façon assez ludique et facile les créations artistiques dans le village de Journan, qui s'y prête assez bien au niveau configuration, parce que c'est un petit village. Donc il y a 2 rues parallèles, une rue transversale. Et donc l'idée nous est venue, on a demandé aux habitants s'ils voulaient bien ouvrir leur jardin, leur maison pour accueillir des artistes. Et c'est parti doucement, au début ils ne savaient pas trop dans quoi on les embarquait. Et là, chaque année, maintenant, ils sont même demandeurs. Et en fait, il se crée aussi plein de relations entre des artistes et des habitants, et même des relations qui perdurent, puisqu'il est arrivé que des artistes bretons, par exemple, ont invité leurs hébergeurs pendant les vacances, etc. Ça se crée des liens. Alors la dernière édition, on a eu à peu près 4000 personnes sur les 3 jours. Oui, ça va crescendo et voilà, c'est plutôt bien. Ils avaient une envie de travailler sur l'écologie. Alors l'écologie, c'est tellement vaste qu'on a resserré un petit peu le propos. On s'est dit on va partir dans une écologie plutôt positive, peut-être interrogative, peut-être humoristique, et en tout cas avec beaucoup de poésie. Et l'idée, c'était de travailler en mélangeant les médiums artistiques, installation, peinture, dessin, photographie. Le fil conducteur, c'est un questionnement sur notre planète, sur l'écologie, sur notre rapport au monde, à l'humain et à la nature. Je suis surtout victime d'un trouble obsessionnel compulsif qui fait que je m'attache à certains objets, en particulier le bidon de lait de 40 litres avec couvercle champignon. J'en ai 350 et une capacité de transport de 216, et c'est ce que j'ai amené ici à Journan, parallèlement à une exposition de photos. Parce que c'est des bidons qui sont suisses. Moi-même, je suis à cheval sur la frontière, et ils aiment bien jouer travailler à la porosité de la frontière. Porosité culturelle, évidemment, porosité de curiosité, et c'est un petit jeu qu'ils font régulièrement. Alors ils cheminent et puis peut-être ils traversent les frontières aussi, c'est ça? Voilà, ils sont assez facétieux. Ils sont prêts à faire toutes les facéties, tout ce qui peut être amusant. Surtout, ils s'inscrivent souvent dans un support, dans un contexte ludique. Alors, pareil, artistique aussi. J'ai pas fait exprès de tomber dans le land art en fait. C'est progressivement que je me suis aperçu que je m'inscrivais dans ce courant artistique. Et donc oui, la porosité des frontières, et au sens figuré, oui, ils sont capables de faire n'importe quoi en fait, et ils ne craignent aucune intempérie. Et alors il y a combien d'artistes pour qu'on voit l'ampleur un peu? Il y en a 14. Voilà, qui sont dispatchés dans le village, soit chez l'habitant, soit dans des granges, soit en pleine nature, comme ici. Que ça ne change pas tellement, ça reste toujours des bêtises, des conneries, des photomontages,
Des expositions, des impressions, toutes sortes, voilà, ça reste toujours des bêtises, quoi. Et c'est des bêtises quand même qui ont un sens, hein. Il y a une portée politique quelquefois assez forte. Hein. Oui, ben, ça fait 20 ans que je fais aussi des images pour la presse, donc il y a pas mal d'images qui sont ensuite, qu'on retrouve après, plus tard, mais qui traitent de l'actualité, quoi. On utilise le XXe siècle ou le XIXe pour parler du XXIe. Donc là, il y a une originalité, parce qu'on peut voir ces images-là dans la galerie d'art, mais aussi sur tous les murs du village. Hein. Et ça, Elena, vous participez depuis quelque temps à la réalisation de ces images et aussi aux idées, hein, dit Hubert. Oui, on participe, on partage un petit peu. Surtout, j'assiste Planck-Weber pour réaliser ces images. Je ne suis pas un assisté, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui t'assiste. Et c'est quoi? C'est une première, ça, de mettre sur les murs? C'est déjà arrivé 2-3 fois. Et puis là, c'est Chantal Farama, qui est commissaire d'expo ici, qui m'avait appelé il y a quelques mois déjà, pour voir la possibilité de faire ça, quoi. Et puis tout d'un coup, il y a une autre dimension de par le fait que ce soit des grandes images. Hein. Vous avez osé ces grandes images sur les murs. Oui, et puis bah, ça s'adapte assez bien, hein, on va dire. Des fois, on dirait que le mur était construit autour de l'image. Exactement. Mais l'image va durer moins longtemps que le mur. Alors, on peut dire pour finir, vous avez une expo au musée de la Chasse à Paris. Hein. Oui, le 4 juin va s'ouvrir une exposition au musée de la Chasse et de la Nature qui s'appelle Sport, Chasse et Nature, qui s'appelle 1, 2, 4 Podium. Bon. Parce que c'est un podium à 4 marches. Les derniers seront les premiers. Bon, et une fois qu'il y aura l'expo, les chasseurs vont pas vous chasser après ça, après les images que vous allez faire? Non, on court plus vite que des lapins. Eh bien, tous ces personnages, en fait, ce sont des aveugles, c'est-à-dire qu'ils avancent en fait de façon un peu inexorable et ils savent pas où ils vont. Et j'ai voulu dire, en fait, dans un premier temps, en fait, j'ai voulu croiser les mondes dans lesquels on vit, parce que je pense qu'on ne vit pas dans un seul monde, mais qu'on vit dans plusieurs mondes à la fois. Il y a le monde de la nuit, par exemple, dans les rêves, où on peut être 1000 choses. Et il y a le monde de la mort, en fait, on voit bien qu'en fait, ces morts qu'on a l'impression d'avoir rangés en fait, au cimetière, comme s'ils n'étaient plus parmi nous, on sait qu'ils sont parmi nous, puisque sans cesse, on vit tous avec des disparus. Collectivement, on vit aussi avec des histoires auxquelles on rend hommage. Et tout. Donc il y a les autres mondes grâce auxquels on vit, les arbres grâce auxquels on respire, les vêtements qu'on porte, qui sont des matières qu'on tire directement de la nature. Il y a la viande qu'on ingère. Donc tout ce monde finalement qu'on a beaucoup détruit et dont on sait qu'on a détruit, d'autant plus qu'on a la sensation d'être séparé de tout notre environnement. À la fin du Moyen-Âge, on a partagé tout le vivant en gènes, donc on est très proche en fait d'un épi de maïs génétiquement. Et par contre, on a décidé que nous étions les seuls à avoir une âme. Et à partir de cette décision, ça nous a coupé finalement de tout le vivant. Ça nous a permis une observation, le développement de la technique, de la médecine, beaucoup de choses. Mais en même temps, ça nous a amené à détruire, à dominer, même les autres peuples qu'on a considérés comme des sauvages, à exploiter. Les femmes ont fait aussi un peu partie du chariot, puisque c'est toute la chasse aux sorcières. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment réanimer en fait tous ces mondes. Et j'avais envie justement de montrer ces aveugles qui ne voient pas ce qui les entoure et puis qui emportent avec eux dans la destruction
tout ce vivant, qu'il est grand temps finalement de réenchanter, d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, les mondes qui nous entourent, et puis de leur donner un peu plus de place. Pour boire de la tisane et pour qu'elle fuse le tilleul, il faut que l'eau elle monte à combien de température? L'eau, pour qu'elle soit potable et que les bactéries soient brûlées, il faut que l'eau soit à combien? Combien? 65 degrés? 57? Qui dit mieux? 1000 degrés. Voilà. Gagné. Bravo jeune homme. Grâce au four solaire, on va voir si l'eau elle monte à 100 degrés. Alors Eva, est-ce que tu crois qu'elle monte à 100 degrés? Ouvre tes yeux. Où est ton sac? Alors, où est ton sac? Plus de pollution dans le monde ni de gaspillage. Acheter des vêtements, ne pas acheter sur des sites. Ok. Je souhaite qu'il n'y ait plus de guerre. Je souhaite que les guerres s'arrêtent pour toujours. Je veux que le monde soit en paix et en sérénité. Je t'aime ma maman. Là. Je t'aime ma maman. Je travaille en peinture acrylique avec des pinceaux et un retardateur de séchage. Mon support de travail, ce sont les fleurs. Donc derrière moi, c'est un bouquet de fleurs de pivoine fanées. Donc ce sont des fleurs plutôt fanées en général. En peignant cette toile et puis une autre aussi qui est un petit peu safranchine, je pensais beaucoup à Watteau, au Gilles de Watteau par exemple, aux scènes galantes plutôt. Là où on se retrouve dans les paysages, où on a l'impression qu'on a des personnages qui vont bien, qui sont de la belle noblesse. Et puis en fait, quand on se rapproche un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Voilà, les fleurs fanées, c'est un moyen de parler du temps qui passe, bien sûr, mais plus encore, je me suis autorisée en tant que peintre avec le motif floral. J'ai des peintures de tulipes fanées, comme le triptyque qui s'appelle Médusa, qui était une peinture importante, notamment avec ce qu'on a vécu. Je pensais d'une manière totalement inconsciente et peut-être intuitive d'ailleurs au radeau de la Méduse et à la Méduse du Caravage d'une façon vraiment obnubilée. Et oui, en effet, on était comme embarqués sur un radeau de la Méduse à l'échelle planétaire et on s'était retrouvés comme pétrifiés, médusés. Donc évidemment que ce triptyque auquel j'avais donné un caractère faussement religieux, hein, comme un retable, on s'est retrouvé à Grand-Messe, hein, et bien forcément il allait s'appeler Médusa. Et alors justement ce thème à contre-courant, c'est quoi pour vous? Comment vous l'avez interprété? Alors en l'occurrence avec ce Médusa notamment, par rapport à la façon dont on s'est trouvé embarqué, mais également avec mes roses cochons et mes boutons de cochon, qui sont une manière de revivre le rituel de quand on tuait le cochon. Ça a été de me cogner à cette réalité-là, revivre ce que j'avais connu avec le cri du cochon, mais là je suis allée choisir des cochons. J'ai fait travailler un paysan boucher qui m'a préparé la viande et j'ai invité tout le monde à venir partager le boudin chaud sorti de la chaudière dans un petit événement qui s'appelait de l'arrêt du cochon. J'ai fait ça l'année où les normes européennes interdisaient désormais de tuer le cochon chez soi. Il faut aller dans un abattoir, etc. Et je soulève ce pendant-là, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous donne aujourd'hui? Des élevages intensifs, des abattages intensifs, là où on avait un caractère très social entre le fait de... maman préparait des assiettes de fricassés avec du boudin qu'on allait porter chez les personnes qui ne pouvaient plus se déplacer, on avait les voisins qui venaient,
C'était une sorte de fête. On mangeait des sanguettes, c'était le sang du cochon avec des herbes découpées. On ne manquait pas de fer. Donc voilà, on pourrait dire que ça, pour moi, ça serait à contre-courant dans le sens où, en fait, nos anciens avaient quand même des fonctionnements tout à fait écologiques. Et j'aimerais bien qu'on s'en rappelle aussi. T'as pas vu un truc bizarre dans la lumière des phares, là? Si, si, si. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une famille de sangliers. Mais ils sont nombreux, non? C'est normal? Bah oui. Écoute, dans les années 70, pour augmenter la capacité reproductive des sangliers, on a encouragé l'hybridation des sangliers mâles avec les porcs domestiques femelles. Parce que les truies, faisant plus de petits clalets, eh ben, leur population a augmenté. Eh oui, c'est normal. Coucou, bonjour. Je peux? Oui, oui, oui. De ce voyage, Philémon, vous en avez tiré quoi, finalement? Alors, bon, déjà le voyage, il a eu toute une répercussion médiatique assez conséquente qui nous a échappé à Arnaud et moi. Donc il y a eu beaucoup d'articles et de commentaires sur les forums, les réseaux. Donc ça, j'ai fait des captures d'écran et j'en ai fait un livre d'artiste, voilà, qui est une édition. Il y a le bas solaire, donc c'est vraiment la selle qui elle fait partie des acquisitions du FRAC Grand Large et qui a d'ailleurs fait l'acquisition aussi des croquis, de la maquette, donc le dossier de presse, le film documentaire sur toute l'expérience et le voyage, et puis des grands tirages photos aussi, faits en moyen format avec un appareil, voilà, un vieux Rolleiflex, mais c'est des photos carrées comme ça, des grands tirages. Comme en général dans tout mon travail, j'interroge le rapport de domination que nous, animaux humains, exerçons sur le reste de la nature. Et ça, je le fais depuis que lorsque j'étais étudiant au Beaux-Arts, je travaillais déjà sur ces problématiques-là. C'était il y a 25 ans. Et là, cette exposition-là, c'est le deuxième volet d'une exposition qui est en résonance avec l'exposition au Monastère Royal de Brou. Donc les Journandises et Brou présentent le même type d'œuvre en même temps. C'est ça que je trouvais super, parce qu'on est à quelques kilomètres. Alors des pièces un peu différentes aussi, parce que par exemple les colonnes blanches qui sont derrière moi, c'est le prototype des colonnes qui sont de la colonne par exemple en pierre de taille qui est exposée en ce moment à Brou. Voilà. Et à chaque fois les œuvres, ici il y a les pièces manquantes, les pots de taupe ou les Petra Silva, les colonnes et celles-ci en résine ou en pierre de taille. À chaque fois ça interroge cette nature qui toujours reprend ses droits en fait. Et aussi c'est par nature qu'on emprisonne, c'est cette nature qu'on finit par tordre, par distordre juste pour notre bon plaisir, pour que ce soit cool pour nous. Donc voilà, j'interroge ça et je laisse les gens après se faire leur propre histoire. Alors ça, c'est une série qui s'appelle Pièces manquantes, où c'est très protocolaire, où je prends les uns après les autres les animaux en voie de disparition. Je fais réaliser un puzzle d'après une image de ces animaux-là. J'enlève les pièces de puzzle où il y a les animaux et je remplace ça par un miroir dans lequel forcément on se reflète, nous. Alors, à la fois super prédateur et peut-être, lorsqu'on y réfléchit, la prochaine espèce à disparaître.
Vous me l'enverrez, hein. Mais toi, c'est pas de l'eau, tu vois. Ah. Bah ouais. On va parler de toi il y a pas longtemps. Avec Lulu et tout. On va plus Sonia. Allez, plus vite, Toujours les mêmes. Ah mais deux carrément, attention. Mais tu vraiment à 50 t'étais enfant. Tu avais choisi ce métier pour protéger les gens. Pourquoi es-tu ici en train de protéger leur argent? Gardien de la paix, sur ces bien-être que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Continue comme ça. Regarde comme on y croit, en construisant l'avenir dans des cabanes en bois. Crois-tu vraiment que c'est nous qu'il faut combattre? En faisant ça, c'est l'utopie que tu matraques. Gardien de la paix, succès bien.